famille pour l'instant. Ça n'est pas. Les cousins ne sont pas venus encore. It's bigger now. Yeah. Tous ces responsables de gauche pensent que dans l'Europe nouvelle, le social doit peser autant, sinon plus, que l'économique. Mais l'époque ne va pas dans leur sens. La plupart de ces dirigeants sociaux-démocrates européens voient la crise ruiner tous leurs espoirs. Objectivement, c'est bien, c'était bien. T'as combien de croissance? Oh, on n'a pas grand-chose, on a zéro. Nos enfants nous ramèneraient zéro. Alors on touche ici du doigt quelque chose qui est vraiment absolument décisif. C'est que la probabilité de changer l'Europe est nulle. Et donc l'idée que l'on puisse changer d'Europe est une idée qui est a priori de bon sens, sympathique, mais quand vous regardez la réalité de la dynamique, quand vous comprenez que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle est le fruit, la résultante de négociations terrifiantes où on a allé au clash 50 000 fois et donc ce sont des compromis sur lesquels plus personne ne veut revenir. Plus personne ne veut revenir. Hein. L'idée de faire par exemple une Europe qui protégerait les services publics à la française, il y a une majorité de Français qui sont d'accord, mais jamais vous n'aurez l'accord des Luxembourgeois, jamais vous n'aurez l'accord des Britanniques ou des Néerlandais, jamais, jamais. Donc ce qui est fait maintenant, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Voilà, c'est la raison, et ce calcul statistique, je crois, est parlant. Effectivement, vous ne pouvez pas avoir d'autre Europe. Il n'y a plus de politique nationale, seulement des politiques européennes. Pour preuve, ce sont souvent les parlementaires français qui font le voyage à Bruxelles pour tenter d'infléchir les décisions des commissaires. Exemple avec Bruno Le Roux, patron des socialistes à l'Assemblée, et qui profite d'une réunion du think tank du Parti socialiste européen pour interpeller Joachim Almunia, le commissaire chargé de la concurrence. Nous ne sommes pas pour un repli sur l'Europe. Le député veut que l'État français puisse aider les entreprises en octroyant des aides publiques. Il nous semble nécessaire de réagir et de pouvoir provoquer un débat public sur ces règles commerciales et ces règles en matière de politique industrielle qui nous semblent être au cœur de l'action de l'Europe dans les prochaines années. Il y a une question de volontarisme politique dans la façon dont nous devons demain rééquilibrer nos échanges. C'est un élément qui nous semble important dans ce que nous appelons la réorientation de la politique commerciale commune et la constitution d'une politique industrielle européenne qui soit digne de ce nom. Mais on ne peut pas extrapoler les problèmes de chacun des pays à d'autres. C'est comme si moi, en étant espagnol, je dirais bon, toute l'Europe a un problème avec le secteur immobilier. C'est pas vrai. Le problème immobilier, c'est l'espagnol. Le problème de la manque de compétitivité de certaines industries dans le marché extérieur, c'est un problème français. En particulier, pas seulement, mais en particulier français. Quand on compare la France avec, bien sûr, l'Allemagne, mais avec des pays comme l'Espagne, par exemple, qui a une industrie beaucoup plus faible, mais qui tient beaucoup mieux dans le marché extérieur. Et dont les exportations augmentent dans ces moments de difficulté. Pourquoi extrapoler les problèmes français à toute l'Europe si ce n'est pas le cas? Bruno Le Roux repart bredouille. Au cœur de l'Europe, la politique passe après l'économie. Les lois de Bruxelles sont implacables. Moi, je commence par dire la France est la deuxième puissance du continent économique et la première population dans 15 ans. On ne fait pas l'Europe sans nous. Nous n'avons pas à marcher le bonnet à la main chaque fois que Mme Merkel et les conservateurs allemands nous convoquent pour nous faire avaler leur politique qui correspond à leurs intérêts nationaux. Je dis donc clairement que si l'on n'entend pas ce que dit la voix de la France, nous disposons du moyen de passer outre. Ce que les Français ne savent pas, c'est qu'on n'a pas le droit de s'opposer à ces directives, puisque nous avons accepté un traité. Un traité, c'est pas un torchon. Un traité, c'est quelque chose de sérieux. C'est comme un contrat. Si d'aventure on refuse de mettre en œuvre les directives européennes et les clauses du contrat, il faut savoir qu'il y a un coup de bâton qui nous attend. Il nous est déjà arrivé. C'est que la Commission européenne, en vertu des traités européens, doit saisir
la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg pour violation des traités. Et à ce moment-là, la Cour de justice, ce sont des magistrats européens qui regardent les traités à la loupe, qui regardent les directives et qui demandent ensuite des comptes à la France, mais c'est vrai aussi au Luxembourg, à l'Italie, à la Grèce, à Chypre, à la Finlande, et qui leur disent, bon, est-ce que vous avez appliqué? Montrez-nous. Et si effectivement les juges constatent qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, à ce moment-là, ils nous mettent des injonctions de faire, des obligations de faire, avec des astreintes financières. C'est arrivé sur l'affaire des OGM, par exemple. C'est-à-dire qu'il y avait la France avait l'obligation d'introduire les OGM venant de Bruxelles et elle ne le faisait pas. Parce que les députés ne voulaient pas voter à l'Assemblée. Vous voyez, donc on est resté dans cette situation. C'est votre exemple. C'est ce que M. Mélenchon appellerait désobéir aux directives. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que là, au bout de plusieurs mois, la Commission européenne, finissant par avoir la moutarde du montant au nez, comme elle en a l'obligation par les traités, elle a saisi la Cour de justice de l'Union européenne, qui a examiné l'affaire, et la Cour de justice a condamné la France à introduire immédiatement les OGM en France, sauf, et si elle ne le faisait pas, il y avait une astreinte qui était de 163 000 € par jour de retard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous les jours, la France était taxée de 163 000 €. Alors, je vois d'ici des gens qui vont dire, et alors, et si on n'obéit pas à ça? Ah oui, on peut aussi ne pas obéir à ça. Mais si on n'obéit pas à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on viole les traités. Ça veut dire qu'on crée une situation de conflit général en Europe. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il se passera qu'on sera dans une situation de blocage et que l'on ne pourra pas changer les traités. Je rappelle que les traités sont des traités qui ne peuvent se changer qu'à l'unanimité. Donc qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France sera sommée par les autres États d'appliquer le traité. La seule conclusion d'une telle partie de bras de fer, ce serait soit que l'on accepte la corde au cou de revenir avec les autres, soit qu'on en sorte de l'Union européenne. Mais on en sortirait à ce moment-là dans les pires conditions, mais on serait mis à dos tous les autres. Ce que nous proposons, nous disons, mais il y a un article dans le traité de l'Union européenne, le TUE, qui s'appelle l'article 50, qui prévoit justement comment on peut sortir posément, gentiment, sereinement de l'Union européenne, parce que le traité prévoit une clause de sortie, c'est d'ailleurs une obligation pour tous les traités internationaux. Donc pourquoi ne pas faire ce qui est prévu par les traités? Pourquoi avoir une approche conflictuelle qui ne pourrait mener qu'à une explosion générale et à des conflits majeurs avec les autres? La conclusion, c'est que l'Europe est irréformable, elle ne peut être que comme elle est. Et il y a donc deux conclusions. Soit on y est, et donc on accepte la suite des événements, en ayant compris que maintenant tout nous échappe, soit on se redresse et on dit non, c'est pas possible, et on en sort. Le verdict du président du Parlement européen semble sans appel. Les conseils sont une chambre des secrets qui échappent au contrôle des citoyens. Un lieu de pouvoir opaque.